Nous tenons à remercier les directions du Musée du Louvre, du département des antiquités grecques, étrusques et romaines et de l'auditorium et des spectacles du Musée du Louvre pour leur invitation à présenter aujourd'hui, dans le cadre des Midis de l'archéologie, les résultats de l'étude pluridisciplinaire qui a été menée sur l'Aurige de Delphes entre 2017 et 2022, à la suite de la signature à la fin de l'année 2016 d'une convention de partenariat entre l'Éphorie des antiquités de Phocide pour le musée de Delphes, l'École française d'Athènes et le musée du Louvre. L'un des axes de cette convention concernait la recherche et la coopération scientifique, notamment sur l'Aurige. Il s'agissait d'explorer toutes les ressources documentaires conservées dans les différentes institutions et de développer une nouvelle étude de la statue et des fragments préservés du groupe auquel elle appartenait, en lien avec la connaissance actuelle des techniques de fabrication des grands bronzes antiques. Nous avons appris au début de l'année 2017 que nous avions été choisis pour mener à bien cette recherche, un choix dicté, comme vous l'a dit Cécile Giroir, par la collaboration depuis une quinzaine d'années dans le domaine des bronzes entre le département des antiquités grecques, étrusques et romaines du Louvre et le Centre de recherche et de restauration des musées de France. C'était à nous d'établir puis de suivre le programme de recherche sur l'Aurige et d'orchestrer les interventions des différents chercheurs que nous allions solliciter. La grande fouille avait débuté officiellement sous l'égide de l'École française d'Athènes avec l'accord des autorités grecques dans le sanctuaire oraculaire d'Apollon à la fin de l'année 1892. Les résultats étaient consignés dans le journal de la grande fouille. Les éléments préservés du groupe de l'Aurige ont été mis au jour entre le 28 avril et le 9 mai 1896, au début de la 5e saison de fouilles conduite par deux jeunes membres de l'EFA, Émile Bourguet et Paul Fournier, en bas du théâtre. Le premier jour de la découverte a été immortalisé par une photographie extrêmement importante, par sa rareté d'abord, très peu de photos sont conservées des fouilles, parce qu'elle montre la plante du pied gauche avec une sorte de boulon qui nous a permis de comprendre que l'Aurige était montée sur la plateforme métallique du char, et parce qu'elle associe à la trouvaille le bloc inscrit avec une dédicace partielle reliant l'offrande aux Déinoménides, les tyrans de Sicile. Le même jour était mise au jour une jambe postérieure de cheval, des fragments du joug et du timon du char. Le vendredi 1er mai, les fouilleurs étaient déjà à 10 mètres de l'endroit où la moitié inférieure avait été découverte. Fournier, associant ses souvenirs à ceux de Bourguet, parle de l'angoisse croissante qui les avait saisis 3 jours étant passés. On n'espérait plus. On eut l'idée d'attaquer par en dessous une conduite d'eau d'époque assez basse. C'est là, dans une terre gluante et noire, qu'a été trouvé le buste avec la tête. Le même jour, livrait aussi le bras droit de la statue tenant des rênes, la queue d'un cheval et une jambe postérieure de cheval. Les deux jambes de chevaux avaient des proportions différentes, ça avait été noté dès ce moment-là, l'un étant plus nerveux, plus mince, donc les deux fragments appartenaient à des chevaux différents. Le 2 mai, un bras d'enfant tenant une sorte de courroie. La question se posait déjà de savoir si le bras appartenait ou non au groupe. Ce bras a singulièrement compliqué le dossier de l'Aurige. Quant au bloc inscrit, il a été d'une importance capitale pour déterminer l'origine de la commande et la date du monument commémoratif. Paul Fournier mentionnait avoir vu Émile Bourguet copier l'inscription de la base à peine dégagée de la terre, y reconnaître le nom de Polyzalos et le sicilien de la seconde ligne, un epsilon à 4 branches, pour revenir ensuite au chantier d'heure en heure. Donc, sur la ligne du haut, on peut restituer Polyzalos m'a nétéké, Polyzalos m'a consacré, et sur la seconde ligne, On, Aex, Eonum, Apollon, accorde-lui ta faveur, ô glorieux Apollon. Polyzalos était fils de Déinoménès, frère cadet de Gélon et de Hiéron, tyran de Sicile, dans la première moitié du Ve siècle. Or, les spécialistes avaient remarqué la graphie distincte des 2 lignes de la dédicace et l'existence de lettres effacées sous la première ligne. Cela signifiait la présence d'une rasura, un effacement volontaire d'une première inscription. Les lettres de la première dédicace ont été lues et publiées en 1909 et on peut restituer Gélas anétéké anasson.
L'inscription désignait donc un Gélas Anasson, un prince de Géla, comme étant le dédicant. Il s'agissait donc d'un monument honorifique célébrant la victoire au Pythia du tyran de Géla, monument dédié secondairement par Polyzalos. On sait, dans cette histoire mouvementée de la Sicile, que Hiéron avait remporté 3 courses de chevaux à Delphes, dont la course de chars, en 470 avant Jésus-Christ. Il avait été tyran de Géla, à la différence de Polyzalos. Or, la tyrannie a été renversée au profit de la démocratie à Géla en 466-465 avant Jésus-Christ. La dédicace étant inscrite sur un bloc de calcaire du Parnasse, donc une pierre locale, la rasura est donc intervenue à Delphes. 3 mortaises circulaires sur le lit supérieur du bloc témoignent de la fixation au plomb de sabots de chevaux. Le groupe statuaire était donc présent dans le sanctuaire et achevé en 466. C'est une date absolue qui n'est pas fondée sur une appréciation stylistique ou déduite d'un contexte archéologique. Elle confère à l'Aurige un statut très particulier, celui d'être un jalon majeur pour l'histoire de la sculpture grecque et partant un marqueur technologique pour les bronzes archéologiques, pour les bronzes antiques. Nous connaissons non seulement la date du monument et l'origine du dédicant, mais aussi, depuis les travaux d'Anne Jacquemin et de Didier Laroche, son emplacement originel au nord du temple d'Apollon. L'Aurige, il faut le dire, est un miraculé, car son groupe se situait dans un couloir de chute de rochers. Il est exceptionnellement préservé, contrairement aux chars et aux chevaux. Le groupe statuaire a fait l'objet de très nombreuses publications depuis sa découverte. Toutes se sont appuyées sur un examen visuel. Les observations techniques ont rarement été illustrées par des photographies. Tout particulièrement, il y a eu des moments où l'intérieur de l'Aurige était accessible, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons cependant eu la chance de pouvoir bénéficier d'un déploiement scientifique sans précédent. La première mission a eu lieu à la fin du mois de mai 2017. Il s'agissait d'évaluer à l'aide d'examens visuels, de mesures prises sur les œuvres et de premières analyses de surface au moyen d'un appareil de spectrométrie de fluorescence X portable, ce qu'il était possible de faire. Les résultats se sont révélés très prometteurs. En particulier, ils ont démontré que l'Aurige était un support privilégié pour les nombreuses innovations techniques qui se sont manifestées en Grèce à l'époque dite du style dit sévère, en gros 480-460 avant Jésus-Christ. La mission a permis de définir les moyens analytiques à mettre en œuvre pour préciser les procédés de fabrication du groupe et pour reconstituer sa polychromie d'origine. Il nous fallait répondre à de nombreuses questions demeurées en suspens. Pour les techniques de fonte, quel procédé de coulée en creux à la cire perdue, direct ou indirect, ou mixte, fonte en creux, fonte pleine, avait été utilisé? Quelle était l'épaisseur des parois en bronze? Pour l'assemblage des différentes parties coulées séparément, s'agissait-il de soudage par fusion au bronze liquide, faisant appel à des coulées secondaires, ou d'assemblage mécanique? Et quelle était la localisation des joints de soudure? Quelles étaient les caractéristiques des éléments coulés séparément et ajoutés ultérieurement? Les extrémités du bandeau, les mèches sur les tempes, la cordelette plaquant la tunique au corps, la ceinture, les rênes. Quelles étaient les techniques de réparure, c'est-à-dire de réparation des défauts après la coulée? Quelle était la nature des alliages des pièces principales et des alliages de soudure? Pour restituer la polychromie originelle de l'Aurige, quelle était la nature des métaux utilisés pour les incrustations, le décor du bandeau, les sourcils, les lèvres, les dents? Quelle était la composition des yeux? Pouvait-on préciser la provenance des matériaux, métaux, pierres fines? Quel était le lieu de fabrication du groupe? Et qu'en était-il du bras d'enfant? Appartenait-il au groupe de l'Aurige ou non? Il avait fallu la découverte des guerriers de Riace en 1972, puis l'étude et la publication de leurs techniques de fabrication par Edilberto Formigli en 1984 pour que les chercheurs prennent conscience de l'existence d'un procédé remarquable de soudure particulier appelé soudure à vaschette ou en cuvette, déjà remarquablement maîtrisé vers 460 avant Jésus-Christ. Au cours de cette première mission, nous avons pu repérer ce procédé sur certains éléments du groupe. Par exemple, sur la jambe postérieure d'un cheval, le tracé de la fracture reproduit très fidèlement la forme de demi-ellipse qui témoigne d'une soudure en cuvette. En variant les conditions d'éclairage dans la zone du cou à mi-hauteur, nous avons pu repérer des traces elliptiques susceptibles de signaler ce processus.
Quant à la polychromie, ce sont les analyses par spectrométrie de fluorescence X portable qui ont donné des informations. Et plus encore parce que dès le dépouillement de ces analyses par Benoît Mille, qui donnait une tendance, puisqu'il y avait bien sûr en surface les couches de corrosion qui recouvrent l'objet, donc ça n'était pas exactement la composition originale de l'alliage, mais il a pu être démontré que les alliages utilisés pour la réalisation des coulées primaires et secondaires du groupe de l'Aurige, dans son ensemble, étaient tous marqués par des teneurs élevées en bismuth, à l'exception du bras de l'enfant. Un autre résultat impressionnant concernait les incrustations dans le méandre et les croix du bandeau. Tous les observateurs de la statue avaient toujours considéré qu'il s'agissait d'une incrustation d'argent. Les analyses de fluorescence X portable ont révélé que ce fil était en étain, un métal qui n'a pas l'éclat de l'argent. Il y avait là nécessairement une intention de la part de l'artiste. Cette mission nous a permis de préciser le programme des techniques à mettre en œuvre, non seulement des techniques non invasives, mais également des techniques d'analyse sur microprélèvement, parties métalliques et noyaux en terre pour étudier le groupe. Il nous a fallu plus d'1 an et demi pour proposer les dossiers, pour les faire valider, pour les faire accepter par les autorités grecques, ministère de la culture grecque et Éphorie des antiquités de Phocide. Il y avait une nécessité majeure parce qu'il fallait introduire notamment une source radioactive dans le musée, une source d'iridium 192 pour effectuer la radiographie, l'Aurige ne pouvant être déplacée. Le dossier a été préparé par le C2RMF avec l'Institut de soudure. Il fallait définir un protocole, établir un périmètre de sécurité, effectuer un contrôle actif durant l'opération de radiographie gamma. Le dossier a été validé par l'Institut des sciences nucléaires et radiologiques du Démocritos, le Centre national de la recherche scientifique d'Athènes, qui a pu nous assister durant toute la durée de l'opération. Il y avait aussi la question des prélèvements. Nous avions établi une liste précise des prélèvements souhaités afin de la soumettre pour accord au département de la conservation des monuments anciens et modernes grecs. Par exemple, nous avions besoin de faire 3 prélèvements dans la queue du cheval, car elle s'est cassée à la hauteur d'une soudure au-dessus du joint. Le métal de soudure est clairement visible et un petit fragment du corps du cheval est resté adhérent à la queue. Ainsi, nous pouvions étudier les coulées primaires de la queue et du corps du cheval et la coulée secondaire du métal de soudure. Nous avons reçu l'autorisation de prélever le noyau encore présent dans les 3 jambes fragmentaires de chevaux et dans le bras de l'enfant. La deuxième mission, en novembre 2019, a impliqué une dizaine de chercheurs, des moyens très importants, qui ont été mobilisés en termes de développement méthodologique et de mise à disposition par le C2RMF et par l'Institut de soudure d'équipements scientifiques. Près de 800 kilos de matériel ont été transportés de Paris à Delphes pour engranger les données qui ont, pour la plupart, été ensuite dépouillées et exploitées au C2RMF. Pour la radiographie gamma, vous voyez la collaboration entre le C2RMF et l'Institut de soudure. Il s'agissait d'explorer les procédés de coulée, localiser les joints, caractériser les techniques d'assemblage et de réparure. Pour les microprélèvements métalliques et de noyaux, 8 microprélèvements de métal ont été effectués sur la statue, 7 sur les fragments de chevaux, 5 sur les fragments du char, 3 sur le bras juvénile. Pour les prélèvements des noyaux de coulée, que vous voyez à droite, ils étaient utiles pour l'étude pétrographique et l'analyse par thermoluminescence des échantillons de noyaux, donc en lumière rouge. Il y a eu les premiers essais d'endoscopie, c'est-à-dire pour regarder la paroi interne de la statue, vérifier s'il y avait des restes de noyaux, observer l'emplacement des joints de soudure, et à droite, il y a eu des essais également d'observation des joints et des épaisseurs des parois par un système proche de l'échographie médicale. Pour l'étude des yeux intacts, particulièrement l'œil gauche qui a été ici analysé, il y a une analyse par spectrométrie Raman, analyse qui avait pour but d'identifier les matériaux utilisés, de préciser leur origine et de caractériser l'ensemble des roches composant les yeux. Avec la cartographie par fluorescence X de la face,
Et la caractérisation par diffraction X des métaux et alliages métalliques qui la composent, c'est la polychromie originelle de la tête qui a pu être restituée. La troisième mission s'est déroulée en février 2020. Nous n'étions là que tous les deux, Benoît-Émile et moi. Il s'agissait d'interpréter les radiographies gamma qui avaient été traitées et tirées à l'échelle 1 en associant l'observation directe de la surface à l'examen interne par endoscopie de la statue. Il y a eu alors les premiers essais d'endoscopie 3D. La quatrième mission, en novembre 2021, a vu le déploiement de plusieurs procédés liés à l'imagerie, la couverture photographique de la statue et des fragments, ce sont les diapositives que vous voyez, que vous verrez à plusieurs reprises, 840 prises de vue par le photographe du C2RMF et la photographe de l'École française d'Athènes. Il y a eu utilisation de la caméra hyperspectrale dont le but de cet examen était de tenter de mettre en évidence des contrastes dans les produits de corrosion de la statue non visibles à l'examen à l'œil nu afin de détecter et de cartographier les joints de soudure. La numérisation par lasergrammétrie effectuée en haute résolution, vous la voyez à gauche, s'est focalisée sur la zone du visage de l'aurige de façon à pouvoir précisément recaler les analyses effectuées en novembre 2019, en particulier les cartographies de fluorescence X. Et vous voyez tout en bas à gauche l'œil gauche de l'aurige vu par les deux caméras du scanner 3D en lumière structurée. La captation 3D par photogrammétrie, à droite, a quant à elle été effectuée de façon à couvrir l'intégralité de la surface de la statue ainsi que la totalité des fragments. Cela a nécessité la réalisation de plusieurs milliers de clichés à combiner ensuite pour la reconstruction des différents modèles 3D. À droite, vous voyez le dernier état de la reconstruction 3D de l'aurige de Delphes par photogrammétrie. Le but était d'obtenir une modélisation 3D augmentée de l'aurige de Delphes, donc c'est les travaux C2RMF Archéovision, de faire du modèle 3D un outil essentiel de recherche en y intégrant l'ensemble des données analytiques. Cette spatialisation des données, en permettant notamment la reconstruction des techniques de fonte ou la restitution de la polychromie originelle de la statue, a été conçue pour servir les besoins de valorisation à venir, publication scientifique, muséographie. Pour ce qui concerne les résultats, donc on va commencer par regarder la question des techniques de fonte et d'assemblage. La technique de fonte mise en œuvre pour fabriquer les parties principales de la statue était une de nos interrogations les plus importantes. Dès la découverte, des opinions très contrastées ont été énoncées en raison de certaines particularités de la statue. On soulignera tout d'abord la prévoyance et la clairvoyance de Théophile Homole, alors directeur de l'École française d'Athènes, décrivant dès 1896 un bronze creux, fondu et non martelé, avec des parois épaisses de 8 à 13 mm et un noyau dans tous les éléments du groupe. Ces observations ont cependant été négligées durant des décennies à la suite d'une publication par Kurt Kluge en 1929 qui excluait l'emploi de la fonte à la cire perdue à cause du caractère très lisse des parois en face interne, de leur très forte épaisseur et de certaines irrégularités d'épaisseur. Il fallut attendre la publication de François Chamoux en 1955 pour revenir à la proposition initiale et à la notion de fonte à la cire perdue. Au moment du démarrage de notre étude, l'hypothèse était unanimement acceptée, celle de la fonte à la cire perdue. Mais la question était toutefois de savoir s'il s'agissait du procédé, de ce que l'on appelle le procédé direct, c'est-à-dire la fonte en creux à la cire perdue sur positif, ou du procédé indirect, c'est-à-dire une fonte en creux à la cire perdue, mais cette fois sur négatif, on va revenir sur ces questions. Et ou même s'il pourrait s'agir d'une association de ces deux procédés. Ainsi, par exemple, et en raison des épaisseurs relevées par Chamoux et pouvant aller jusqu'à 25 mm, Claude Rollet optait encore en 1994 pour le procédé direct, faisant de fait de ce grand bronze un unicum pour la période. Pour la question des assemblages,
Dès 1896, Théophile Homolle précisait que l'aurige avait été fondue en 7 parties principales: la tête, le torse, les 2 bras, la partie basse de la tunique depuis la ceinture et les 2 pieds. François Chamoux ajoutait à la suite de Kurt Kluge la calotte crânienne comme 8e partie. Mais surtout, les techniques d'assemblage en elles-mêmes n'avaient pratiquement pas été étudiées jusqu'à notre étude. Et ici encore, les opinions divergeaient fortement. Théophile Homolle et François Chamoux s'accordaient par exemple sur le fait que les 2 pieds sont soudés sur une paroi qui ferme le bas de la tunique. En revanche, selon Théophile Homolle, l'assemblage à mi-corps avait été obtenu de façon mécanique, alors que François Chamoux reconnaissait à cet endroit les restes d'une soudure. En ce qui concerne la tête, seul François Chamoux avait proposé qu'elle était soudée à la hauteur du cou, mais sans photographie ni relevé, ces propos n'ont pas bien été compris. Il faut ici se souvenir qu'il a fallu attendre 1984, comme l'a aussi présenté tout à l'heure Sophie Descamps, et l'étude de la technique de fabrication des guerriers de Riace pour prendre connaissance de l'existence de ce fameux procédé de soudage en cuvette. Et on vous a déjà signalé aussi que par de simples observations, en variant les conditions d'éclairage, nous avions réussi à repérer dès 2017 des traces elliptiques qui, selon toute vraisemblance, signalaient ce procédé, mais il restait à confirmer ce point essentiel et surtout à questionner l'ensemble du groupe statuaire. C'est donc d'abord et avant tout pour l'étude des techniques de fonte et d'assemblage que nous avions sollicité les autorités grecques pour la réalisation de radiographies. Et nous savions qu'il était essentiel de réussir à obtenir au moins 2 vues complètes de l'aurige, une vue de face et une vue de profil. Le moins que l'on puisse dire est que les images n'ont pas déçu nos attentes. Voici les 2 radiographies en question. Elles se révèlent extrêmement riches en informations. Tout d'abord, et pour ce qui concerne l'épaisseur des parois métalliques, les radiographies permettent de clore tout débat. Il n'y a pas de forte surépaisseur dans la zone des plis du vêtement. On voit nettement que la paroi métallique interne suit très fidèlement les reliefs externes. Nous avons pu utiliser ces images pour prendre de nombreux relevés d'épaisseur que nous avons confirmés par des mesures par ultrasons. Ces relevés établissent que la paroi métallique ne mesure que 7 mm d'épaisseur en moyenne, certaines zones pouvant localement atteindre un maximum de 11 mm. Des informations essentielles sont aussi apportées pour la question des soudures. Les radiographies confirment en effet l'existence d'une soudure pour fixer la tête sur le cou, mais révèlent également de nombreuses autres soudures qui étaient totalement insoupçonnées. La partie haute de la tunique résulte ainsi de l'assemblage d'au moins 2 pièces. Et puis pour la partie basse de la tunique, on trouve 2 autres soudures qui divisent cette partie en 3 pièces assemblées séparément puis soudées. Étant donné que l'aurige tourne la tête, il a été nécessaire de réaliser des radiographies spécifiques pour disposer d'une vue qui soit véritablement de face et une vue de profil de la tête. Ici également, on ne peut que souligner la richesse de ces images. Nous reviendrons d'ailleurs sur ces 2 vues à de nombreuses reprises dans la suite de cette communication. Pour la question des épaisseurs de parois, la vue de profil de la tête donne toutes les informations nécessaires. On constate, à l'exemple du nez, que pratiquement tout est traité en creux. Seule l'extrémité des oreilles, les mèches sur les tempes et le nœud du bandeau sont en plein. Et ici également, les parois sont relativement fines et surtout très régulières, à l'exception de la zone à l'arrière du cou. Les mesures par ultrasons complètent l'examen radiographique et établissent que les parois métalliques de la tête sont un peu plus épaisses, puisqu'elles mesurent 9,4 à 9,9 mm. Grâce aux radiographies, nous pouvons donc déjà conclure sur la question du procédé de fonte. Nous avons en effet constaté que, à l'échelle de l'ensemble de la statue de l'aurige, les parois métalliques sont non seulement fines, mais que cette épaisseur est très régulière malgré les reliefs. Il est très difficile d'aboutir à ce résultat par un travail de la cire sur positif, alors que dans le cas du travail sur négatif, c'est-à-dire par le procédé indirect, on contrôle très facilement l'épaisseur et la régularité des parois métalliques en appliquant des couches de cire à l'intérieur des différentes parties des moules. De nombreux autres indices confirment l'emploi du procédé indirect.
Nous n'avons pas le temps de tous les détailler aujourd'hui. Nous signalerons simplement ici que le procédé indirect est grandement facilité si l'on maîtrise les techniques d'assemblage, alors que dans le cas du procédé direct, la présence des assemblages complique énormément cette fabrication. Les radiographies ont également mis en évidence des défauts de fonderie, des défauts de fabrication, et ont révélé ce que l'on connaît bien pour tous les grands bronzes antiques que l'on étudie, c'est que ces défauts ont été soigneusement réparés. C'est donc cette opération de réparure que Sophie Descamps a déjà signalée, en creusant le défaut pour l'élargir, puis en posant des plaquettes. Et c'est ce que l'on voit ici. Ce qui est assez remarquable pour le groupe de l'Aurige. Donc vous voyez ici la statue de l'Aurige. Vous voyez qu'il n'y a que quelques plaquettes. On en voit quelques-unes sur le bras. On en voit aussi sur le bras d'enfant. Il y en a en petit nombre également sur les chevaux et les pièces du char. Mais d'une façon générale, et par rapport à tout ce que l'on connaît des techniques de fonte des grands bronzes grecs et romains, la qualité de la fonte est particulièrement remarquable et il y a finalement eu très peu de défauts à réparer. Un petit zoom maintenant sur les soudures que j'ai déjà signalées. D'abord pour montrer la soudure de la tête sur le cou. Vous voyez, on a vu qu'elle se matérialisait en surface par ces fameuses cuvettes que nous avons mises en évidence avec cette lumière rasante. Les cuvettes, malgré tout, ces cuvettes étaient très difficiles à révéler et elles ne se voient pas d'ailleurs sur les radiographies, mais la soudure est révélée par une infiltration de métal entre les deux pièces, une infiltration de métal à l'intérieur, qu'on voit nettement ici et qui donc matérialise parfaitement l'emplacement de la soudure. Et il faut imaginer des demi-cuvettes de part et d'autre de ce joint. À notre très grande surprise, d'autres soudures ont également été découvertes, tout particulièrement une qui n'était pas du tout attendue, c'est la soudure des mains. Je ne dis pas du tout attendue parce que personne n'avait jamais posé cette hypothèse et que malgré des examens très attentifs préliminaires, nous n'avions pas du tout mis en évidence cette soudure, mais surtout qu'une fois qu'on sait qu'elle existe, on ne la voit toujours pas. C'est également le cas de ces grandes soudures en cuvette qui permettent d'assembler les différents tronçons de la tunique. Et vous voyez ici donc le joint qui devait passer à peu près à ce niveau et des demi-cuvettes qui sont de taille vraiment considérable de part et d'autre de ce joint de soudure. Il avait été déjà remarqué qu'un assemblage était possible au niveau de la calotte crânienne. Simplement, ici, de la même manière, il n'y a rien de visible à l'extérieur et l'aspect radiographique sans infiltration de métal ne permet pas de trancher entre une jonction qui serait une jonction faite entre deux pièces de cire ou une jonction par soudure qui serait absolument parfaite sans aucune infiltration de métal à l'intérieur. Alors, tout ça nous permet d'aboutir à une nouvelle vision de ces joints soudés qui augmente de façon très significative le nombre de pièces fondues séparément, avec deux propositions, parce que vous allez voir, on ne peut pas trancher au niveau du haut de la tunique. Une première proposition en 14 ou 15 pièces, selon que la tête est en une ou deux pièces, si c'est un joint à la cire ou un joint soudé, avec deux manches, le buste supérieur et le buste inférieur en deux pièces, les bras, les mains, la tunique inférieure en trois pièces et les pieds. La seconde proposition ne change pas énormément. Je vais repasser pour que vous voyez bien la différence. La différence se joue en fait au niveau, là, le joint passerait le long des manches, et donc ce sont des manches qui auraient été coulées séparément, ou bien on aurait finalement une partition droite-gauche du buste supérieur. Et là encore, c'est la perfection des assemblages qui nous empêche de trancher, et donc je pense que ces hypothèses resteront ouvertes pour la publication de notre étude. Comme pour tous les grands bronzes de son époque, le procédé d'élaboration de la statue a été mixte, combinant fond en creux à la cire perdue sur négatif
et fonte pleine à la cire perdue. Certains détails plastiques en fort relief ont été travaillés directement en cire sur le modèle intermédiaire en cire de l'aurige, prélevés ensuite, coulés séparément, puis soudés sur la tête après la coulée de la tête, donc sur la tête de bronze. Il s'agit des mèches sur les tempes, le nœud du bandeau, par exemple, et la bouche. Cela permettait de faire varier la composition du métal. Et notamment, si on revient sur la bouche, elle a été coulée séparément en cuivre non allié, réintégrée dans le modèle intermédiaire en cire avant la coulée de la tête dans un alliage cuivre éteint. Donc la bouche est en cuivre, donc la couleur la plus rosée qu'il soit possible d'obtenir. La proposition d'Edilberto Formigli au début des années 1980 concernant la bouche massive en fonte du Guerriera de Riace était déjà totalement acceptée. Il avait été mis sur la voie par l'observation, la connaissance d'une bouche isolée en fonte pleine, dotée d'un crochet et trouvée à Olympie, ce que vous pouvez voir en bas à gauche, et une bouche qui avait nécessairement été coulée avant la tête qu'elle était censée enrichir. Et puis, depuis, il y a eu une publication en 2019 d'un moule de bouche que vous voyez en partie droite, en bas. Ce moule provient d'un atelier, un atelier permanent, qui a été fouillé dans les années 1990 au sud du Parlement à Athènes, qui a été utilisé entre la seconde moitié du Ve siècle et le début du IVe siècle. Les fouilles donc ont livré de nombreux débris, de nombreux déchets et les fosses de coulée de statues grandeur nature, des statues féminines. Or, parmi les moules brisés se trouvait ce petit moule pour produire en série des lèvres en cire. Donc vous imaginez cette étape qui imposait à l'artiste lui-même de réintervenir et de réintégrer la bouche après sa coulée dans le modèle. On trouve le même principe pour les mèches sur les tempes, car il fallait donner l'illusion que ces mèches, situées devant les oreilles, retombent sur les joues tout en étant légèrement en surplomb par rapport aux favoris. Elles ont donc été modelées en cire, adaptées au modèle en cire, puis retirées, coulées séparément en bronze et soudées après la coulée de la tête par le procédé de soudage par fusion au bronze liquide. Il faut se souvenir qu'au Ve siècle, le sculpteur de bronze, le bronzier, l'artiste, était considéré comme un modeleur, un plastès. Il intervenait 2 fois, façonnant d'abord le prototype en terre et ajoutant ensuite des détails en cire sur le modèle intermédiaire en cire. Et on voit ce même principe pour le nœud du bandeau, puisque le nœud est détaché de la tête avec un intervalle entre les extrémités qui retombent et la chevelure. Il a été coulé séparément, puis fixé sur la tête en bronze par soudage, par fusion au bronze liquide, ce que nous avons pu démontrer. Alors, on va continuer d'avancer dans les résultats, la présentation des résultats et la question de la composition des métaux. On vous l'a précisé tout à l'heure, on avait prélevé donc un certain nombre d'échantillons, 8 sur l'aurige, 16 sur le reste du groupe. Ces échantillons nous ont permis de procéder à des analyses élémentaires par ICP-MSMS, OC2RMF. Donc l'ICP-MSMS, c'est la machine que vous voyez sur la photo de droite. Et c'est une nouvelle machine qui nous permet, qu'on a installée quasiment pour la réalisation de ces analyses. Et on a développé avec mes collègues un nouveau protocole permettant de tirer parti de toutes les potentialités offertes par cette nouvelle machine, et notamment sa capacité à aller regarder des éléments en très faible teneur. Ces analyses élémentaires ont été aussi complétées par des analyses isotopiques du plomb contenu dans le bronze, puisque le plomb, vous allez le voir, on se doutait qu'il était une impureté provenant du cuivre, et en faisant l'analyse isotopique de ce plomb, c'est un outil analytique qui permet de discuter de façon très intéressante la question des provenances. Cette analyse isotopique du plomb a été effectuée à l'ENS de Lyon.
La composition, je décrirai les résultats d'abord pour ce qui concerne les éléments d'alliage. On verra après les éléments de trace et la composition isotopique. Mais déjà, on a des premiers éléments essentiels donnés par ces résultats d'analyse de composition. Ce sont les éléments majeurs et donc qui nous permettent de décrire les alliages qui ont été préparés par les fondeurs pour fabriquer le groupe statuaire. On constate un usage généralisé du bronze binaire, c'est-à-dire un mélange de cuivre et d'étain. Et l'aurige, les chevaux et le char se caractérisent de façon très claire par une composition bien contrôlée, à quelques exceptions, hein, mais une composition très contrôlée. On a cherché 10% d'étain et vous voyez que le plomb, donc le graphique, c'est un graphique qui vous présente les teneurs en étain en fonction du plomb, et vous voyez que le plomb est en faible teneur, à une exception, autour de 0,5%, et qu'il constitue bien donc une impureté. Alors, comme je vous le disais, il y a quelques exceptions. Il y a des exceptions au niveau des soudures des pieds, donc au niveau de la soudure des pieds, et puis un des pieds qui contient un petit peu plus d'étain. On a aussi quelques petites exceptions, toujours sur le métal de soudure, où ça contient un petit peu moins d'étain, et sur une des pièces du char. Mais globalement, retenez quand même que vraiment la plupart des parties de l'aurige étaient dans ce bronze à 10% d'étain. On a par contre des exceptions beaucoup plus notables, hein, vous voyez, qui sortent là, qui s'éloignent beaucoup de ce pourcentage central de 10% d'étain. C'est d'abord certains éléments du groupe statuaire, comme la queue du cheval, à 7% d'étain, et nous allons revenir sur ce résultat. Et puis, une petite pièce, le demi-coussin de joue, donc qui est là tout en haut, de garrot, pardon, qui est là tout en haut, et il est tout en haut et tout à gauche, il n'a pratiquement pas d'étain, donc c'est quasiment du cuivre, sauf qu'on a ajouté dans ce cuivre du plomb, et vous allez voir, ça donne des résultats, ça nous a permis de deviner un certain nombre de choses. Et puis, une fois de plus, le bras d'enfant se distingue de tout le groupe, puisque le métal de soudure et le bras lui-même sont nettement plus chargés en étain, avec un bronze à 13% d'étain. Donc là, je ne présente pas tout le détail des éléments en trace que nous avons cherché à mesurer. Il y en a une soixantaine. J'ai choisi ce qui est le plus représentatif et ce qui permet de mieux différencier, de mieux mettre en évidence des différences quand elles existent. Donc vous voyez que le groupe de l'aurige, comme on l'avait déjà deviné grâce aux analyses par fluorescence X, se caractérise par un cortège d'impuretés tout à fait caractéristique, qui est notamment marqué par ces très fortes teneurs en bismuth. Vous voyez, tout le groupe de l'aurige, voilà, on a tout le temps le même schéma, hein, là, de ce schéma d'impureté en bleu. Tout ça, c'est le groupe de l'aurige qui se démarque vraiment par ces fortes teneurs en bismuth qu'on ne retrouve pas forcément sur les autres pièces du groupe. Alors bien sûr, il y a aussi d'autres éléments qui accompagnent ce bismuth, l'arsenic et le plomb tout particulièrement. Pour ce qui concerne les rennes, les analyses ont permis de mettre en évidence un cuivre différent qui, lui, est marqué par le cobalt, donc un cuivre d'une autre origine, pour réaliser les rennes qui, de toute manière, sont principalement réalisées par d'autres techniques, plutôt des bandelettes de métal, de bronze martelé. Par contre, au niveau des alliages, on est bien sûr du bronze, on y reviendra tout à l'heure. Le bras d'enfant, une fois de plus, se distingue complètement, et notamment par l'absence pratiquement complète de ce fameux bismuth. Alors vous allez voir que les analyses isotopiques du plomb permettent d'aller plus loin dans l'interprétation de ces résultats, puisque là, les analyses isotopiques du plomb, on a d'énormes bases de référence qui nous permettent de discuter la provenance des minerais métalliques, de plomb et de cuivre. Et on a un petit peu de chance dans l'interprétation de ces résultats, puisqu'il se trouve que le cuivre qui compose l'aurige, vous voyez, ce sont tous les points qui sont là, c'est le groupe de l'aurige. Et tous ces points tombent à un endroit particulier. C'est clairement du cuivre qui vient des Cyclades. Et on peut même affirmer que ce cuivre provient de Sifnos. On peut l'affirmer d'autant plus que pour toute la Méditerranée, cette composition isotopique est vraiment unique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la petite pièce ici,
se différencie. Alors elle se différencie non pas parce que le cuivre est différent, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais parce qu'on a ajouté du plomb. Et donc en fait, on se trouve ici sur une droite de mélange, on a ajouté du plomb, et donc on décale la composition isotopique vers, en fait, vers cette provenance ici, qui est le plomb du Laurion, très connu, une des plus grandes sources de plomb pour la période. Et puis, comme attendu, le bras d'enfant se singularise complètement. Alors, il tombe ici dans un domaine isotopique qui est compatible avec une autre île des Cyclades, mais il faut aussi prendre un petit peu de recul, et il est tout à fait possible, par exemple, que ce cuivre provienne de Samos, qui a aussi la même signature isotopique, que ça tombe dans le même domaine. Donc là, l'interprétation de la provenance du cuivre pour le bras est un petit peu plus compliquée, mais en tout cas, ce n'est pas du tout le même que pour l'aurige. Passons maintenant au noyau et à l'examen des restes de noyaux dans l'aurige. Et nous avons eu une surprise, une magnifique surprise. Et vous avez là une vue assez extraordinaire de l'intérieur du buste grâce à l'endoscopie 3D qui montre que, contre toute attente, du noyau couvre encore tout l'intérieur de la statue. Et comme je le disais, c'était pour nous une excellente surprise, puisque nous pensions, d'après les descriptions données par Homol et Chamou, qu'il avait été retiré. Cela nous a donc permis de l'échantillonner pour l'étudier. Et cette couche de noyau très lisse et indurée, que vous voyez ici, mais qui est aussi dans la partie basse de la tunique, explique très probablement la description donnée par Kluge en 1929. Ce qu'il avait pris pour la surface interne de la paroi métallique correspondrait en fait à cette couche de noyau qui masque tous les reliefs du vêtement, d'où les importantes surépaisseurs qu'il avait signalées. Alors, ce noyau, comme on vous l'a signalé, on a pu l'échantillonner, on l'a échantillonné dans l'aurige, on l'a échantillonné aussi dans les différentes parties du char et des chevaux. On a également, évidemment, comparé avec un échantillonnage dans le noyau qui remplit encore le bras d'enfant. Donc vous voyez ici la liste de ces échantillons, prélevés, comme l'a expliqué tout à l'heure Sophie Descamps, sous lumière rouge. Et voici les premières observations que l'on peut en tirer. Donc tout d'abord pour l'aurige, dès l'observation des fragments ramenés à Paris par le géologue du C2RMF, Yvan Coquinot, il a tout de suite mis en évidence des petites particularités dès l'observation à la loupe, des microfossiles et la présence en abondance de mica. Et en allant un peu plus loin dans la caractérisation et en réalisant cette fois des coupes pétrographiques, des lames minces, et en étudiant ces coupes, alors ici des images de microscopie électronique à balayage, il a non seulement confirmé l'existence de ces fossiles, mais il a réussi à les identifier, à montrer qu'il s'agit de foraminifères du Pléistocène. Et donc ça, c'est un indice très important, puisque ça va beaucoup nous aider à rechercher la provenance des sédiments qui composent le noyau. Et puis, si on complète l'étude pétrographique de ces noyaux, et notamment quelque chose qui a été très important et utile, ça a été l'étude par cathodoluminescence. Elle montre que les faciès des noyaux de l'aurige et des jambes des chevaux sont très similaires et qu'ils se différencient complètement du bras d'enfant, qui est lui présenté à droite. Alors, principalement, je ne vais pas rentrer du tout dans les détails, et il faut poser les questions à Yvan Coquinot qui est dans la salle, mais la différence la plus essentielle, vous voyez le très grand nombre d'inclusions luminescentes, et puis c'est très comparable à gauche, mais aussi il y a un point très important, c'est qu'on a deux formes de quartz un peu différentes, une qui sort avec une luminescence faible mais bleu foncé, qui est typique de quartz issu d'une roche magmatique, alors que ici, les quartz ne montrent aucune luminescence, ce qu'ils montrent qu'ils sont issus d'une roche métamorphique. Alors tout ça nous oriente vers des origines évidemment très différentes. Les noyaux de terre cuite encore présents dans le groupe statuaire de l'aurige présentent une association de fragments de roches et d'inclusion minérale qui indique le recours à un sédiment alluvial provenant d'un contexte géologique très particulier
est très différent de celui du noyau du bras de l'enfant. La roche-mère, à l'origine de ce sable, restreint déjà considérablement les possibilités, puisque les occurrences de granit à demi-K faiblement déformé et métamorphisé sont très peu nombreuses. Mais si l'on ajoute à ce granit à demi-K la coexistence de fossiles issus d'un calcaire du Plio-Pléistocène, il ne reste plus qu'une seule et unique provenance possible pour la terre du noyau, la Calabre. Nous continuons à l'heure actuelle de travailler sur cette question avec des géologues du sud de l'Italie, car nous avons bon espoir de restreindre plus encore la zone de provenance de cette argile. Et la question est évidemment primordiale, car s'il n'est pas étonnant qu'au 5e siècle, les lingots de cuivre circulent à l'échelle de la Méditerranée, il est en revanche certain que l'atelier ayant fabriqué l'aurige s'est approvisionné au plus proche pour les importants volumes d'argile nécessaires à la fabrication des noyaux et des moules. En cherchant la provenance de la terre, nous avons donc de très fortes probabilités de retrouver la zone où était situé l'atelier. Autre rapport très important de l'étude des noyaux, les résultats éloignent définitivement le bras d'enfant du groupe de l'aurige. Son origine est très différente et ne peut correspondre ni à la Calabre ni à Delphes. Athènes serait le candidat le plus probable. Alors, nous avons beaucoup travaillé, évidemment, à la restitution de la polychromie de métal et de pierre par toutes les analyses qui ont été menées. On savait que les sculpteurs de bronze utilisaient principalement des techniques de travail du métal, telles que l'incrustation ou le plaquage, pour ajouter des effets polychromes à leurs œuvres. Ils utilisaient des métaux non alliés, comme le cuivre, l'argent, l'or ou des alliages cuivreux qui contrastaient avec la teinte générale de l'alliage cuivreux de base. C'est pourquoi les bronzes apparaissent très différents des sculptures de marbre ou de calcaire et des figurines en terre cuite pour lesquelles la couleur était appliquée selon les pratiques picturales de l'époque. Il nous a donc fallu caractériser le métal de base et les différents ajouts métalliques qui ont introduit des différences de couleur sur l'aurige, les chevaux et le char. Il fallait également vérifier si l'alliage de base avait pu varier intentionnellement d'une pièce à l'autre. On savait aussi que la polychromie des bronzes est particulièrement concentrée sur les visages. Nous savions, là encore, grâce au travail pionnier d'Edilberto Formigli sur les guerrières de Riace, toutes ces données, mais elles ont été complétées après une troisième campagne de restauration menée entre 2009 et 2011 et publiée en 2013. Donc nous savions ce que nous devions chercher. Par exemple, l'étude analytique du décor du bandeau devait confirmer la présence d'étain dans les méandres et les croix et préciser la nature du cuivre des deux filets qui l'encadrent. S'agissait-il, puisqu'ils apparaissent noirs, d'une patine intentionnelle antique? Nous savions aussi que le sourcil, et c'est typique de la fin du VIe siècle et des premières décennies du Ve siècle, les sourcils des grands bronzes étaient, comme vous le voyez, incrustés de cuivre rouge. Pouvait-on les caractériser? Pour les yeux, ces yeux sont exceptionnellement bien conservés. Ils étaient donc les meilleurs candidats possibles pour une étude extrêmement approfondie. Les chercheurs ont toujours été impressionnés par la maîtrise de composition des yeux de l'aurige, une véritable marqueterie de pierre. Ces yeux, presque intacts, sont constitués de plusieurs matériaux, plusieurs roches, que les observations visuelles ont mal identifiées depuis 1896. Et rien n'avait jamais été dit sur le matériau du mince cercle transparent à fort éclat métallique qui marque la séparation entre le blanc de l'œil et l'iris. Alors, que savait-on de la fabrication des yeux? Nous savions que les yeux des statues de bronze étaient fabriqués à part et rapportés depuis l'extérieur dans les orbites vides. Les globes oculaires étaient enchâssés dans des sortes de boîtes quadrangulaires formées de feuilles de cuivre martelées, découpées à l'une des extrémités pour simuler des cils. Ils étaient retenus probablement par un adhésif, et ils étaient maintenus en place à l'autre extrémité par des griffes. Et nous savions, grâce à la tête du guerrier de Riace, pour laquelle une petite pierre rosâtre avait été identifiée à l'emplacement de la caroncule lacrymale, vous voyez dans le coin de l'œil, en fait, nous sommes demandé s'il y avait quelque chose à trouver et s'il y avait des restes de caroncule lacrymale pour les yeux de l'aurige.
Alors, nous avons pu, en plus de toutes ces analyses dont on va maintenant vous montrer les résultats, s'appuyer sur la vision endoscopique 3D du visage de l'Aurige, que vous découvrez ici, et qui donne des informations aussi importantes pour aider à interpréter les examens de surface et les radiographies. Pour les yeux, la radiographie montre cette construction en boîte, déjà signalée par Sophie Descamps et qui avait été publiée au moment de l'étude des guérillas de Riace. Mais la vision par l'intérieur confirme l'existence de ces boîtes, montre les 3 griffes qui referment la boîte, et la dite boîte étant en fait constituée des cils, se terminant par les cils, ce que l'on distingue sur les radiographies. Tout ça nous a permis de proposer un schéma qui est très proche de celui des yeux des guerriers de Riace, mais qui se différencie sur un certain nombre de points de détail, et puis de donner des mesures précises, d'évaluer la dimension des incrustations, la dimension de ces fameuses boîtes qui ont été apposées pour figurer les yeux de l'Aurige. De la même manière, par la vision de l'endoscopie complétée des radiographies, nous avons pu montrer de quelle manière ont été fixées les dents. Donc vous voyez ici sur la radiographie les dents qui sont en argent, et on voit très bien, on voit sur l'endoscopie l'empreinte de ces 4 dents qui ont été donc incrustées. Cette incrustation a été renforcée par la pose d'une petite bandelette de plomb dont on connaît l'existence, qui est tombée dans les années 50, qui est signalée dans les publications, mais dont il reste quelques fragments à cet endroit. Alors, tous ces examens devaient être complétés par des analyses pour déterminer les matériaux. Et nous avons eu recours notamment à la cartographie XRF. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du principe de cette cartographie XRF, on n'a pas le temps, mais cette cartographie permet de passer de l'analyse ponctuelle, ce qu'on avait fait par exemple en 2017, à une véritable carte chimique de zone complète de l'Aurige. Et pour vous donner un exemple, la cartographie d'un œil, c'est 400 par 200 pixels ou points, c'est-à-dire 80 000 analyses pour un seul œil. Et 6h15 d'acquisition. Donc vous mesurez à la fois l'intérêt de la technique, mais aussi la difficulté de mise en œuvre. Réussir, vous avez vu quelques photos de comment nous avons mis en œuvre ces analyses et le temps qu'il a fallu passer pendant les nuits, plusieurs nuits consécutives pour réaliser ces cartographies. Alors ces cartographies, elles ont donné des résultats très importants. Elles nous ont confirmé et permis de discuter la composition précise des matériaux qui composent le bandeau. Donc vous avez là ici le résultat de cette cartographie, avec à droite les images chimiques du cuivre et de l'étain. Et donc plus on va vers le rouge et plus on est riche en cuivre pour l'image du haut et riche en étain pour l'image du bas. Et donc on voit clairement, non seulement par la très grande richesse de la zone des méandres et des croix, qu'on a énormément d'étain, mais on voit aussi qu'on n'a pas du tout de cuivre. Et donc, on a bien là la signature de cette incrustation d'étain, et non pas d'un bronze très fortement allié. Et puis, on voit également qu'il y a une absence complète d'étain au niveau des 2 filets qui encadrent ce méandre et qui sont bel et bien composés de cuivre. Alors, la cartographie XRF a été très précieuse également pour déterminer les matériaux qui composent les yeux. Et donc là, je vous montre, parmi tous les éléments chimiques qu'on a détectés, quelques exemples. Et je ne vais pas tous les détailler, mais voyez par exemple au niveau de la pupille de l'œil, la très forte concentration en potassium qui est associée au rubidium. Donc ça, c'est quelque chose de particulier. Ça nous met bien ça nous donne des indices qui vont nous aider à identifier ce matériau. Et puis, vous voyez également, de façon très surprenante, en tout cas, c'est un indice très important, une concentration tout à fait significative de strontium au niveau de la caroncule lacrymale. Alors,
Pour ce qui concerne la pupille, si on extrait les données et qu'on en extrait le spectre qui correspond, si on se concentre sur la pupille noire, on a bel et bien le spectre caractéristique d'une obsidienne et tous les éléments que vous voyez, donc ces fortes teneurs en potassium, en manganèse, en silicium, et puis des éléments traces très caractéristiques qui nous permettent non seulement d'affirmer qu'il s'agissait d'obsidienne, mais qui nous permettront en plus de discuter l'origine de cette obsidienne. Pour ce qui concerne la caroncule lacrymale, de la même manière, on a extrait les données pour en tirer des spectres. Et ces spectres nous montrent l'association de calcium et de strontium à l'endroit de la caroncule lacrymale. Et cette composition est celle attendue pour le corail. Et cet aspect rosâtre va très bien aussi avec le corail, cette roche très fragile et qui est aujourd'hui très altérée. Pour l'analyse de l'iris, la cartographie XRF n'avait mis en évidence que de la silice, que du silicium. Mais en complétant ces analyses avec la spectroscopie Raman, il a été découvert un tout petit pic, vous voyez, vers 501 cm-1, qui est la signature d'un minéral accessoire, la moganite, qui, associé au quartz microcristallin, caractérise une pierre bien connue, qui est la calcédoine, et donc ce qui nous permet de proposer que l'iris était constitué de calcédoine. Donc, si on reprend les résultats pour voir la richesse de la composition, le globe oculaire de la magnésite, l'anneau autour de l'iris du basalte, l'iris de la calcédoine, la pupille de l'obsidienne, la caroncule lacrymale du corail, donc cette marqueterie qui rendait les yeux uniques. Pour les métaux, comme vous l'a dit Benoît Mille, il y a cet alliage de base à 10% d'étain, le bandeau qui était bien un bandeau de bronze, mais avec un décor à la fois de filets de cuivre non allié dont la couleur noire ne correspond pas à ce qu'on espérait, parce qu'on espérait beaucoup, mais ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas d'or ou d'argent ou de soufre, donc il n'y a pas de témoignage, de témoin d'une patine antique. Et bien sûr, méandre et croix de l'étain. Et puis la bouche en cuivre non allié, les dents en argent. Et là, je vous ai mis une diapositive qui est antérieure, mais il est très difficile de voir les dents en argent de l'orige, parce que les lèvres sont à peine entrouvertes, et quand vous regardez la statue dans la salle, vous ne les voyez pas. Donc c'était un éclat très fugitif recherché par l'artiste. Si on avance sur la statue, il y avait un tout petit élément de la cordelette qui retenait la tunique sur le corps. Cette cordelette est en cuivre non allié. La ceinture est au contraire un bronze faiblement allié, 2 à 3% d'étain. Tout ceci montre qu'il y avait donc des différences légères, une polychromie subtile et des différences de couleur. Pour les chevaux, vous vous souvenez qu'il y avait cette grande interrogation sur le corps du cheval et la queue. Donc, corps et jambes de cheval, 10% d'étain, et la queue, 7% d'étain. Il y a très peu de restes du quadrige, mais il y avait donc une polychromie subtile, très certainement, entre les robes des chevaux, leur crinière et leur queue. Une dimension qui a évidemment totalement disparu aujourd'hui, mais il faut imaginer cet aurige, ce groupe statuaire très riche en couleurs subtiles. Les reines, 2 variantes de bronze, faiblement alliées, 4 à 6% d'étain, et ce demi-coussin de garrot qui se différencie du reste du char, le timon et le joug. Vous avez un élément du timon entouré de reines, où on voit là un bronze à 10% d'étain, alors que pour le coussin de garrot, c'était un autre alliage et donc une couleur différente. On va conclure. Ce qui est particulièrement marquant quand on fait la synthèse un petit peu de tous les résultats que nous avons présentés, ce qui est particulièrement novateur. Alors, bien sûr, tout à l'heure, on a évoqué la question du procédé indirect de fonte à la cire perdue. Il aurait été étonnant, en fait, que l'orige de Delft ne soit un unicum de ce point de vue. Donc, le fait qu'il rentre finalement dans le rang n'est pas une très grande surprise. Par contre, nous ne nous attendions pas du tout à une telle complexité dans les assemblages et surtout à une telle maîtrise. Là, c'est carrément de la virtuosité
C'est tout à fait magistral ce qui a été réalisé pour réussir à souder les différentes parties de l'orige entre elles. Ce qui est magistral, c'est qu'aujourd'hui encore, on ne détecte pas ces soudures. Pourquoi on a été aussi surpris? Il faut savoir que sur les autres grands bronzes de l'époque du style sévère, donc les guerriers de Riace, le Poséidon du Cap Artémision par exemple, les soudures aujourd'hui, alors peut-être qu'à l'époque elles étaient beaucoup mieux, la corrosion a fait son œuvre, mais on voit que les soudures étaient nettement moins maîtrisées et elles sont du coup beaucoup plus visibles et ont donné beaucoup plus de défauts. Donc là, il est particulièrement marquant de voir la très grande maîtrise de ces techniques d'assemblage qui font qu'on était passé à côté de toutes ces soudures et donc qui finalement là aussi remettent l'orige de Telfs au cœur de ces innovations techniques, montrent qu'on avait affaire à un maître fondeur et nous orientent aussi vers à proposer par exemple une lecture un petit peu renouvelée, ou en tout cas on comprend mieux encore ce qu'on a cherché à nous montrer. En tout cas, c'est la proposition que l'on fait maintenant pour interpréter la partie supérieure de la frise de la coupe dite de la fonderie, donc une vaisselle très célèbre conservée à Berlin et qui montre la fabrication, les différentes étapes de fabrication d'un grand bronze à l'époque du style sévère. On a pour l'instant toujours proposé qu'on voyait là des étapes qui n'avaient pas forcément de lien entre elles pour la fabrication d'un grand bronze. On était surpris par exemple de voir un artisan taper sur la statue dans une phase où on coule du bronze. On voit bien sûr une pète au pied, mais cette pète, est-ce qu'on casse du bronze ou qu'est-ce qu'on fait? En fait, aujourd'hui, à travers tout ce que l'on connaît et toute la lecture qu'on a de ces innovations techniques qui ont eu lieu précisément à ce moment, on voit très bien maintenant qu'il s'est passé quelque chose à l'époque du style sévère, et ce quelque chose passe vraiment par des innovations très importantes dans le domaine de la soudure. Et voilà, ce qu'on propose maintenant pour interpréter cette frise, cette partie supérieure, c'est qu'il s'agit de la préparation du soudage. En fait, on n'est pas en train de regarder le soudage à proprement parler, mais les artisans en train de préparer le soudage de cette statue. Et donc l'artisan ici en train de préparer par tous les ajustages qui sont nécessaires, y compris de la déformation de métal, le coup pour recevoir la tête. On voit que cette statue ne peut pas tenir debout, elle est posée sur un tas de sable, et puis on prépare les deux parties, tandis qu'ici, on est en train de fondre du bronze qui sera coulé ensuite pour réaliser les soudures en question. C'est là, en fait, la clé, c'est ce procédé de soudage, cette innovation dans le procédé de soudage, et notamment la possibilité de fabriquer des soudages qu'on appelle en bout à bout, c'est-à-dire de mettre les deux parties, les deux parois face à face et de réussir à les souder. Et cette possibilité a libéré complètement la sculpture. Et il faut ici signaler que, par exemple, pour les statues des périodes antérieures, de la période archaïque, on ne connaît pas de grands bronzes qui dépassaient la demi-hauteur. Et on voit tout d'un coup des bronzes qui sont tous monumentaux, puisque l'orige ne fait que 180 cm de hauteur, mais les bronzes de Riace et celui du Cap Artémision dépassent les 2 mètres. Alors, juste pour vous remontrer ces fameuses soudures, et donc vous montrer à quel point elles sont virtuoses, je vous mets au défi de repérer cette soudure que l'on voit pourtant très bien en radiographie à ce niveau. Alors, en termes de polychromie, comme vous le savez, il est extrêmement difficile aujourd'hui d'avoir une idée de l'apparence originelle des statues de bronze, puisqu'elles sont toutes affectées par les phénomènes de corrosion. Et je vous présente ici à nouveau la coupe du peintre de la fonderie, mais l'autre face, puisque c'est la dernière étape depuis le début du raclage de la peau de fonte jusqu'au polissage final des surfaces afin d'accentuer leur brillance. Les bronziers utilisaient différents matériaux abrasifs et outils, de l'émery réduit en poudre et mélangé à de l'huile, des pierres de différentes duretés, d'abord grossières puis de plus en plus fines, jusqu'à la pierre ponce, et des racloirs métalliques.
Les effets de la lumière étaient connus empiriquement des sculpteurs antiques qui savaient que le bronze présente encore un aspect mat et doré non brillant après l'action de la pierre ponce. Les artisans complétaient donc le polissage, comme le représente le peintre de la fonderie, en utilisant un grattoir métallique en forme de strigile. Cet outil, retirant de fins copeaux, produisait des encoches plus ou moins profondes, orientées en fonction de la manière dont il était guidé. Ce racloir creusait également par vibration de petites dépressions perpendiculaires aux encoches. Ces ondulations étaient si denses qu'elles généraient d'importants effets de diffraction de la lumière qui accentuaient la tridimensionnalité des œuvres à des endroits choisis par les artisans. Lorsqu'ils sortaient de l'atelier après le polissage final et l'application d'une couche translucide de bitume ou de résine de pin délayée dans de l'huile d'olive pour les protéger de la corrosion, leur teinte tendait vers une couleur, vers un or jaune ou rosé, en fonction du pourcentage plus ou moins élevé d'étain dans l'alliage de cuivre. Deux exemples, rapidement, il y en a très peu, qui montrent à la fin du Ve siècle et au début du IVe siècle l'apparence de grands bronzes dont l'éclat métallique était traduit par des rehauts de blanc et les modelés, soulignés par un vernis brun-rouge délayé. La perception chromatique des anciens était différente de la nôtre. Ils étaient sensibles au chatoiement, au scintillement, à la vibration et à l'intensité de la lumière, à la luminosité changeante et à des valeurs de clarté et d'obscurité sans lesquelles les couleurs ne pouvaient être définies. Ils recherchaient l'éclat et la brillance du métal. Et nous vous présentons ici l'aspect des différentes nuances de bronze fraîchement polies pour que vous reconnaissiez, vous avez un cuivre non allié à gauche, un cuivre avec 5% d'étain, un cuivre avec 10% d'étain. Ce sont les valeurs qui ont été retrouvées et caractérisées pour l'orige. Et vous voyez que la palette des bronziers était extrêmement pastel, que c'était une polychromie subtile. Donc voilà quelle était l'apparence de l'orige avec ses lèvres qui étaient rosées. Et puis, il faut monter à 10% d'étain pour avoir cette couleur avec cet éclat métallique proche d'un or beaucoup plus jaune. Après 10 ans de ternissage à l'air libre, on voit que l'œuvre et les alliages ou cuivre pur avaient un peu évolué et on a quelques notions par certains auteurs comme Dion Chrysostome qui mentionnent un boxeur, Iatroclès, dont la peau était de la couleur d'un bronze de bon alliage. Donc on peut penser que c'était un bronze à 10% d'étain et que c'est parce que sa peau était hâlée par le soleil qu'il se rapprochait d'un bronze de bon alliage. Et puis ce que l'on sait aussi, c'est que la tunique, la xystis, c'est le nom donné par Lysias à la tunique des cochers, cette tunique avait une couleur un peu safranée. C'est Aristophane qui évoque au Ve siècle l'hymation safranée des cochers. Alors, pour conclure, la localisation de l'atelier. Donc, vous avez eu jusqu'à présent, tous ces éléments qui ont permis de comprendre que le bras d'enfant n'avait rien à voir avec le groupe de l'orige, et c'est toute la difficulté parce que si Hieron avait remporté au Pythia la course de quadrige en 470, on sait qu'il avait remporté la course au cheval monté en 482 et 478. Or, il existait à Olympie un monument vu par Pausanias au IIe siècle de notre ère qui évoquait les 3 mêmes victoires de Hieron, mais cette fois-ci dans le sanctuaire de Zeus à Olympie. Et comme les victoires étaient, les courses au cheval monté étaient avec 2 chevaux différents, il décrit un quadrige encadré par 2 chevaux. À Delphes, il n'aurait pu y avoir que la représentation d'un seul jockey, parce que c'est le même cheval, Phérénikos, qui avait remporté les 2 victoires. Donc, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est et nous avons eu une information extrêmement importante venue d'Ivan Kokkinos, c'est que si on avait eu un noyau qui évoquait les environs de Delphes, on aurait pu penser à un repentir et à un moment où l'œuvre, avec un alliage un peu différent, aurait pu être ajoutée. Mais ce n'est pas le cas, et donc il faut envisager que ce bras appartenait à une statue sans lien avec le groupe, détruite par le même cataclysme, possiblement un cataclysme qui a détruit le temple en 373 avant Jésus-Christ.
Vous avez donc compris que la terre des noyaux de l'Aurige et les fragments préservés du monument commémorant la victoire à la course de quadrige d'un tyran de Sicile, vraisemblablement Hiéron, présente un faciès qui est celui de l'argile de Calabre. Alors évidemment, cela a été une immense surprise pour nous. La demande des tyrans de Sicile, parmi les plus riches à l'époque, correspondait au plus haut niveau de la commande. La virtuosité technique du groupe confirme qu'ils se sont adressés à un maître dont la renommée était grande. Peut-on proposer un nom? Il faut évidemment rester prudent, mais une telle provenance, associée à une telle date de création, invite immédiatement à évoquer le nom de Pythagoras de Régione. Pythagoras de Régione était un sculpteur de Grèce d'Occident, connu par l'épigraphie et par les sources littéraires antiques. Il était né à Samos, ce qui est loin d'être anodin quand on connaît le passé technologique de l'île et son rôle dans la mise au point de la technique de fonte en creux, sur négatif. Pythagoras était vraisemblablement arrivé en Calabre avec les nombreux Samiens qui avaient fui la menace perse après la bataille de l'Adé en 494 avant Jésus-Christ. Les sources antiques lui attribuent de nombreuses statues de dieux et de héros, un Persée, une Europe sur un taureau, et d'athlètes victorieux érigés à Delphes et à Olympie, notamment des statues de vainqueurs de Grande Grèce, tels le coureur Astylos de Crotone ou Euthymos de Locre, tous les deux vainqueurs 3 fois à Olympie, mais également un groupe statuaire commémorant la victoire à la course de chars de Cratysténès de Cyrène, représenté sur le char avec une victoire. Pline l'Ancien l'évoque dans son livre 34, au paragraphe 59, juste après Myron, écrivant « Pythagoras de Régione, en Italie, l'a emporté sur lui par son Pancratiaste dédié à Delphes. Il écrit aussi, après avoir mentionné plusieurs œuvres, dont un boiteux à Syracuse, qu'il suffit de regarder pour croire sentir la douleur de sa plaie, et qu'il fut le premier à rendre, je cite, les tendons et les veines, ainsi que la chevelure, avec la plus grande exactitude. Pythagoras passait pour avoir su comment traiter l'attitude des figures, rhythmos, et avoir exploré, par des calculs géométriques, les rapports entre les différentes parties symétria. C'est Diogène Laërce qui le dit. La polychromie de l'Aurige illustre le concept de mimésis qui a été décrit comme la rivalité agonistique de l'homme avec la nature. Les yeux agissaient comme des miroirs avec un point d'impact lumineux. L'épiderme métallique des statues évoluait sous l'action de la lumière avec une différence induite par le traitement des surfaces, le poli des chairs comparé au sillon ombré des mèches. La restitution par archéovision de l'Aurige, évoluant entre ombre et lumière depuis l'aurore jusqu'au crépuscule, nous aide à comprendre l'un des plus célèbres topoi de l'Antiquité, celui de la génisse de Myron. La statue qui se dressait sur l'acropole d'Athènes paraissait si vivante qu'elle trompait, disait-on, le veau, le taureau, le troupeau, le bouvier et même le voleur. Tullius Geminus avait traduit l'impression de vie qui se dégageait de la statue de la manière suivante. La base qui retient la génisse, sur laquelle elle est attachée, si on l'en libère, elle se réfugiera dans le troupeau, car le bronze mugit. Vois comme l'artiste l'a faite vivante. Si on l'attelle à une autre, elle labourera peut-être. Il faut concevoir l'Aurige comme venu de Grèce d'Occident, sur l'un des bateaux qui faisait la traversée d'ouest en est, convoyant athlètes, chevaux et attelages, ainsi que les œuvres commémorant les victoires. Il faut désormais étudier la statue comme une création de Grande Grèce et rouvrir le dossier, sans cesse refermé depuis plus d'un siècle, de Pythagoras de Régione, sculpteur insaisissable pour les historiens de l'art grec, car on ne peut lui attribuer avec certitude aucune des œuvres retrouvées à ce jour, qu'il s'agisse d'un original ou d'une réplique romaine. Ces œuvres étaient commandées, élaborées et érigées très vite après les victoires, afin de les présenter aux yeux de tous, si possible, pour les concours suivants, avec une périodicité de 4 ans. Pour l'Aurige, la date de la chute de la tyrannie à Géla en 466 agit comme un terminus antequem qui rend plausible la commémoration de la victoire de Hiéron en 470. On ne connaît toutefois pas le nom du vainqueur à la course de quadrige des Pythias de 478 et 474. Mais quand bien même il faudrait remonter dans le temps pour envisager une commande associée à l'une de ces dates, ce qui est envisageable aussi, la virtuosité et le niveau d'excellence dont l'Aurige fait preuve seraient plus remarquables encore.
Merci à tous. Un petit mot supplémentaire pour souligner ce qu'on n'a pas pu faire pendant la communication, que tout ça, c'est le résultat d'une équipe, et d'une équipe très nombreuse. Vous voyez tous les partenaires, vous voyez aussi toutes les personnes qui ont contribué à ces études sur les missions ou dans les laboratoires. Donc c'est plus d'une trentaine de personnes qui ont œuvré autour de l'ORIGE pour aboutir à ces résultats. Et je signalerai aussi, et il est présent dans la salle, que Joseph Balu, du réseau des écoles françaises à l'étranger, a réalisé un film qui présente le projet et qui montre quelques-uns des résultats que nous avons montrés aujourd'hui. Vous trouverez assez facilement ce film, notamment sur YouTube. Voilà. Merci.